Clotilde Courreau, un nom synonyme de grâce, de talent d'actrice et d'une stature étonnamment royale, fête ses 56 ans. Son apparence conserve l'élégance et le regard profond typique d'une actrice chevronnée, mais derrière cette aura se cache un contexte actuel empreint d'une complexité intérieure que les médias et le public peinent à saisir. Née le 3 avril 1969, elle est non seulement une star du cinéma français, mais aussi princesse de Venise et de Piémont, suite à son mariage avec Emmanuel Philibert de Savoie, chef d'une branche de l'ancienne famille royale italienne. Cette union entre art et noblesse a donné naissance à un conte de fées moderne, non sans quelques zones d'ombre. À 56 ans, alors que sa carrière cinématographique était à son apogée, jalonnée de nombreux rôles remarquables et reconnus, et que sa vie de famille s'épanouissait avec ses deux filles, Anna Marcella et Vittoria, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit pleinement comblée. Pourtant, malgré ses brillants succès et ses titres de noblesse, une certaine tristesse semblait toujours planer sur le regard et le sourire de Clotilde, une tristesse insaisissable, impossible à nommer précisément. Ce n'était pas un regret manifeste, mais plutôt un sentiment d'absence, un silence invisible entre les applaudissements et les magnifiques photos de couverture, une présence persistante et diffuse comme la brume matinale. Cette tristesse puisait sans doute sa source dans la complexité de sa vie. Une tristesse amoureuse peut-être, liée à la difficulté de concilier un mariage aristocratique avec ses contraintes traditionnelles et une vie personnelle libre, ou une tristesse familiale, née de la distance et des profondes différences culturelles, d'autant plus que son mariage avec Emmanuel Philibert de Savoie était souvent décrit comme une double relation, chacun des époux consacrant une part importante de son temps à poursuivre sa carrière dans un pays différent. L'aspect professionnel pourrait également être à l'origine de cette tristesse. Artiste avide d'expression et de créativité sans limite, elle devait se confronter aux contraintes et aux responsabilités liées à son statut royal, parfois contrainte d'abandonner ou d'atténuer des projets artistiques risqués ou controversés afin de préserver l'image publique souhaitée. De plus, chez une personne aussi sensible que Clotilde, la tristesse pouvait provenir de souvenirs lointains, d'expériences d'enfance ou de vieilles blessures émotionnelles que le temps n'a pas encore complètement cicatrisées, voire de problèmes de santé mentale, un fardeau invisible auquel même les plus forts sont confrontés dans le monde moderne et stressant. Cependant, l'hypothèse la plus intrigante et la plus curieuse pour le public reste celle d'un secret bien gardé, quelque chose que Clotilde aurait dissimulé pendant de nombreuses années, un événement ou une décision du passé dont le poids serait tel qu'il continuerait d'insuffler une tristesse sourde et latente dans sa vie actuelle. Ce silence n'était pas une tromperie malveillante, mais un mécanisme d'autoprotection pour une femme contrainte de vivre sous le feu des projecteurs et la pression de deux mondes, l'art et la royauté. Ce secret était peut-être lié à la véritable nature de son mariage aristocratique, qu'il s'agisse d'un mariage d'arrangement ou d'un amour véritable déformé par le devoir, ou encore du douloureux compromis qu'elle dut faire entre son aspiration à devenir une actrice accomplie et son rôle de mère de deux princesses, garante de l'honneur d'une famille à l'histoire prestigieuse. Sa carrière, aussi brillante fut-elle, fut également jalonnée de choix difficiles, et cette tristesse était peut-être le regret d'avoir abandonné les voies artistiques au profit de la famille et de la vie royale. Le monde actuel de Clotilde Courreau se situe à la croisée étrange du monde libre et créatif du Paris glamour et des règles solennelles et rigides du pouvoir aristocratique, et sa profonde tristesse résulte du conflit intérieur permanent entre ces deux mondes. On se demande, que cache ce personnage? Cache-t-elle la vérité sur un amour passé, un homme important effacé des récits officiels par l'histoire, ou une rébellion silencieuse contre les attentes placées en elle depuis son accession au titre de princesse? Ou peut-être, ce qu'elle dissimule le plus, c'est elle-même, Clotilde sans couronne, sans rôle, celle qui aspire à une vie plus simple, moins scrutée. Cette tristesse est le signe, la pièce manquante qui ouvre la voie au chapitre suivant, où secret,
confessions et fluctuations de sa vie amoureuse et conjugale se dévoileront peu à peu, permettant au public de mieux comprendre cette femme hors du commun qui a tracé sa propre voie entre splendeur et solitude. Cette tristesse invisible est une invitation, une première incitation à explorer la véritable profondeur qui se cache derrière le sourire de la princesse de Venise et du Piémont. L'histoire d'amour et le mariage de Clotilde Courreau avec Emmanuel Philibert de Savoie forment une saga complexe, à la fois romantique comme un conte de fées et dure comme la réalité de l'aristocratie et du monde du spectacle. Tout commence par une idylle passionnée pour s'achever par une rupture, non pas la rupture définitive de leur relation, mais l'effondrement des préjugés et des attentes traditionnelles que la société et la famille avaient placées sur eux. Clotilde, comédienne indépendante, femme d'art, rencontra et tomba amoureuse d'un homme de sang royal qui aurait pu devenir prince de Piémont et de Venise. Le mariage, célébré le 25 septembre 2003 à Rome, fut un événement scruté par les médias du monde entier. L'union d'une actrice française avec un héritier du trône déchu, mais toujours noble, était sans précédent dans l'histoire moderne et suscita de vives réactions. Leur amour semblait avoir triomphé de toutes les barrières de classe, de carrière et de statut. Pourtant, derrière la splendeur de la robe de mariée et de la couronne, les difficultés de la réalité se dévoilèrent rapidement. Ce mariage était bientôt voué à l'échec, la rupture du modèle de vie commune traditionnel. Peu après leur mariage et la naissance de leurs deux filles, Vittoria et Anna Marcella, leurs modes de vie et ambitions personnelles divergents les ont contraints à emprunter une voie peu commune, un mariage non conventionnel, également appelé mariage parallèle. Clotilde n'a pas renoncé à sa carrière d'actrice ni à sa vie parisienne, tandis qu'Emmanuel Philibert se consacrait à ses projets professionnels, à la télé-réalité et à son rôle de représentant de la famille en Suisse et en Italie. Cette distance géographique, tout en préservant l'indépendance de chacun, était la principale source de la tristesse latente évoquée au chapitre précédent. Il ne s'agissait pas de la tristesse de la trahison ou de la rupture, mais de celle de la solitude au sein du couple, de devoir accepter un amour fondé sur le respect, mais dépourvu de la complicité quotidienne et intime propre aux couples ordinaires. Ce choix a bouleversé le stéréotype de la princesse contrainte de rester dans l'ombre pour servir son époux et sa famille. Clotilde Courreau a fermement affirmé son identité artistique et poursuivi sa carrière, osant même davantage dans ses rôles après son mariage, défiant les conventions aristocratiques. Son implication continue dans des films aux scènes explicites ou dans des projets artistiques indépendants et expérimentaux fut une puissante déclaration d'autonomie et de refus d'être prisonnière du titre de princesse. La seconde épreuve que connut leur relation fut la dégradation de l'image publique idyllique. Pendant des années, les médias ont spéculé sans cesse sur la véritable nature de leur mariage. Vivaient-ils séparément? S'aimaient-ils encore? Ces questions sont devenues indissociables de l'histoire de Clotilde. Emmanuel Philibert lui-même, dans de rares interviews, a reconnu cette complexité, décrivant leur relation comme un partenariat, un engagement profond qui dépassait les limites d'une vie commune ordinaire. Cet aveu, bien que sincère, a brisé l'illusion d'un mariage royal idyllique auquel le public voulait souvent croire. Clotilde devait faire face à la pression de préserver l'honneur de sa famille, elle qui plaçait la vérité et la liberté individuelle au-dessus de tout titre. Sa tristesse semblait provenir de son incapacité à être pleinement elle-même dans un monde qui exigeait d'elle un rôle permanent, celui de princesse. Elle a connu l'amour, elle s'est mariée, mais au prix d'un sacrifice, celui d'une part d'elle-même, de l'épanouissement qu'elle recherchait dans sa carrière et sa vie quotidienne. À l'aube de ses 41 ans, âge charnière marquant une transition importante entre l'apogée de sa carrière et une plus grande maturité dans sa vie personnelle, Clotilde Courreau fit de rares et profondes confidences sur la tristesse qui la hantait, une tristesse qu'elle n'osait évoquer qu'après de nombreuses années passées sous le joug de son statut de princesse et la pression de sa fonction.
Ces confessions, souvent exprimées lors d'entretiens choisis avec la presse française, n'étaient pas une lamentation, mais une introspection subtile, une reconnaissance du prix spirituel des grands choix de sa vie. À 41 ans, elle était pleinement consciente du caractère irréversible de son mariage parallèle avec Emmanuel Philibert de Savoie, de la séparation géographique et de la différence de leur parcours de vie, et elle l'acceptait, mais cette acceptation n'impliquait pas l'absence de tristesse. La tristesse dont elle parlait n'était pas seulement l'absence de son époux, mais la perte d'un rêve de vie familiale simple et épanoui, auquel elle avait dû renoncer en acceptant son statut royal. Elle a un jour évoqué ce sentiment de fragmentation ou d'absence comme une composante essentielle de son quotidien. Cette absence n'était pas seulement celle de son mari, mais aussi celle d'un manque de plénitude, d'une absence de simplicité. La tristesse que Clotilde éprouvait à 41 ans était la prise de conscience qu'elle menait deux vies parallèles, incapable de les concilier pleinement. D'un côté, elle était l'actrice Clotilde Courreau, qui trouvait liberté et vitalité sur scène et devant la caméra, où elle pouvait exprimer ses émotions les plus authentiques et vivre pleinement son art. De l'autre, elle était la princesse de Venise et de Piémont, tenue de préserver sa dignité, de se conformer à des règles et des responsabilités tacites, et d'être un modèle pour ses deux filles. Le conflit entre son individualisme artistique et ses devoirs aristocratiques creusait un profond déchirement en elle. Elle décrivait ce sentiment comme celui de porter un manteau trop grand ou de vivre dans une maison qui n'était pas la sienne. C'était la tristesse de devoir constamment s'adapter, autocensure, à son environnement, de renoncer à la spontanéité naturelle d'une artiste pour maintenir la dignité d'une figure royale. Cette confession à 41 ans témoigne d'une maturité et d'une prise de conscience remarquables. Elle ne cherchait plus à lutter contre la situation, mais avait appris à vivre avec cette tristesse, la considérant comme une conséquence inévitable de son choix. Cette tristesse peut aussi s'interpréter comme un regret face aux occasions manquées dans sa carrière. Bien qu'elle ait continué à jouer, son statut de princesse imposait sans aucun doute des limites invisibles à ses choix de rôle, la contraignant à refuser certains scénarios trop risqués ou inadaptés à sa nouvelle identité. Cette tristesse était un regret silencieux pour un parcours artistique inachevé, pour des rôles jamais incarnés. Le parcours de Clotilde Courreau témoigne de sa ténacité, de sa polyvalence et de sa capacité à repousser les limites, tout en dissimulant habilement les secrets les plus profonds de sa vie personnelle et les douloureux compromis qu'elle a dû faire. Débutant sa carrière très jeune, Clotilde s'est rapidement imposée comme l'un des visages les plus prometteurs du cinéma français des années 1990. Elle a remporté le prestigieux César du meilleur espoir féminin pour ses premiers rôles, marquant ainsi des débuts impressionnants. Sa carrière l'a menée des films d'auteur à la profondeur psychologique intense, tels que Le Petit Criminel, 1990, à des œuvres plus commerciales, mais sa plus grande marque de fabrique a été son courage à choisir des rôles de femmes complexes, réalistes et souvent marginalisées. Le fait qu'elle ait toujours choisi d'incarner des femmes en proie à des tourments intérieurs, des personnages empreints de rébellion et de tragédie, constitue le plus grand secret de sa carrière. À travers son art, Clotilde a inconsciemment révélé ses propres luttes intérieures, utilisant l'écran comme un miroir pour refléter la tristesse et les contradictions qu'elle ne pouvait exprimer dans la vie réelle. Ses rôles sont des confessions silencieuses de son désir de liberté, de sa résistance aux contraintes invisibles. Le second grand secret que sa carrière a longtemps dissimulé est le conflit entre son statut et son art. Depuis son mariage en 2003, chacun de ses rôles, chacune de ses apparitions a été scruté par le public à travers deux prismes opposés. D'un côté, la valeur artistique, de l'autre, les normes aristocratiques. Sa carrière est devenue un exercice d'équilibriste périlleux. Son insistance à accepter des rôles explicites, des scènes érotiques ou des personnages de méchantes après être devenue princesse était un acte de rébellion discrète et un engagement indéfectible envers son identité artistique.
Ses films affirmaient que son titre ne la définissait pas et que l'art était le dernier refuge de la liberté individuelle. Elle a dissimulé cette tension intérieure en faisant preuve d'un professionnalisme absolu et en restant silencieuse sur sa vie privée. Pendant des années, elle a essuyé des critiques voilées de la part des conservateurs italiens qui lui reprochaient d'avoir déshonoré sa famille par ses choix artistiques. Mais elle n'a jamais répondu publiquement, se contentant de défendre la qualité de son travail. Ce silence dissimulait un autre secret, la résilience et les sacrifices qu'elle a dû endurer pour protéger son espace créatif. Elle relate les batailles en coulisses, les luttes avec les producteurs ou les attachés de presse pour préserver l'authenticité de ses projets. Tout au long de sa carrière et de son mariage, Clotilde Courreau était connue pour sa discrétion, son charme et son mystère, notamment en ce qui concernait sa vie privée et sa relation avec Emmanuel Philibert de Savoie. Pourtant, dans un rare moment de sincérité absolue, elle fit une confession surprenante sur la nature de son amour et de son mariage. Non pas un aveu d'infidélité ou de divorce, mais une réflexion philosophique et émotionnelle sur les limites de l'amour romantique face aux réalités et aux responsabilités aristocratiques. La confession la plus troublante de Clotilde Courreau ne résidait pas dans la révélation d'un secret scandaleux concernant une tierce personne ou d'une bataille juridique, mais plutôt dans le fait que son amour romantique initial n'était pas la seule motivation de son mariage qui dura des décennies. Elle laissa entendre qu'avec le temps, leur relation avait dépassé la définition conventionnelle de l'amour romantique pour devenir un partenariat complexe, un engagement profond fondé sur le respect, l'amitié et surtout un devoir commun envers leurs deux filles, Vittoria et Anna Marcella, et l'honneur de la maison de Savoie. Cette révélation fut choquante car elle brisa complètement l'image féerique de princesse et prince vivant heureux pour toujours que le public avait construite autour d'eux. Interrogée sur la possibilité d'un nouveau mariage, non pas nécessairement un nouvel époux, mais une nouvelle étape de son union ou un nouveau modèle d'engagement après des années passées à vivre les complexités d'une double vie, Clotilde Courreau a livré une réflexion profonde et philosophique qui a radicalement transformé sa propre conception de l'engagement. À 56 ans, forte de l'expérience d'un mariage aristocratique non traditionnel, elle ne croit plus aux vieux stéréotypes romantiques et privilégie un engagement intérieur et une relation flexible. Ses propos sur le nouveau mariage envisagent le mariage comme une évolution constante et non comme un état figé. Elle affirme que sa relation avec Emmanuel Philibert de Savoie a connu plusieurs remariages spirituels, chacun étant une réaffirmation de l'engagement fondé sur la réalité de la situation et l'épanouissement personnel de chacun. Cela suggère que pour Clotilde, le remariage ne consistait pas à trouver un autre partenaire, mais à renouveler ses vœux avec son conjoint actuel, en acquérant une compréhension plus profonde et plus authentique de ce que chacun pouvait et ne pouvait pas s'apporter mutuellement.